Ma copine m'a envoyé un texto, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. J'ai répondu, comme tu voudras. Puis j'ai bloqué ses cartes et arrêté de financer son train de vie. Une semaine plus tard, son avocat me contactait frénétiquement. J'ai 31 ans, H. En apparence, je suis un gars assez simple. Je dirige une entreprise de conseil en logistique que j'ai lancée au milieu de ma vingtaine avec rien d'autre qu'un ordinateur portable d'occasion et une tonne d'anxiété. Les premières années ont été brutales, des semaines de 80 heures, à me nourrir de nouilles bon marché, réinvestissant chaque centime. Mais il y a environ 2 ans, j'ai décroché un contrat majeur, puis un autre. Mon entreprise de niche, après des années de labeur, est finalement devenue très rentable. Elle me permet de mener une vie confortable. Depuis 3 ans, cette vie incluait ma copine, Kayla, 28 ans. Quand je l'ai rencontrée, elle travaillait comme réceptionniste et rêvait de devenir conservatrice d'art. Elle avait la passion, mais pas les relations ni la liberté financière. J'étais sous le charme. Ma vie n'avait été que travail, et elle était cette touche de couleur vibrante. Je croyais en son rêve, et pour la première fois, j'avais les ressources pour l'aider. Je lui ai fait une offre, quitte le travail que tu détestes. Concentre-toi sur tes études en histoire de l'art, fais des stages non rémunérés, développe ton réseau. Je couvrirai tout. Je pensais que nous étions une équipe, investissant dans notre avenir. Et je l'ai fait. Son loyer pour un appartement chic d'inspiration artistique en centre-ville, $3 500 par mois. Le leasing de son Audi A5, $800, pour lequel j'étais co-signataire. Sa garde-robe, ses courses bio, son matériel d'art. Je lui ai donné 2 cartes de crédit en tant qu'utilisatrice autorisée. Je ne vérifiais jamais les relevés. Je suis consultant, ma vie consiste à gérer les détails pour les autres. Dans ma propre vie, je voulais simplement faire confiance. Mardi, c'était notre 3e anniversaire. J'avais réservé une table dans un restaurant qu'elle voulait essayer depuis des mois. Je lui avais acheté un magnifique et simple collier en saphir. Je suis rentré un peu plus tôt, excité à l'idée de lui faire la surprise. Elle n'était pas là. À 19h15, mon téléphone a vibré. C'était un texto d'elle. Kayla, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. C'était tout. 11 mots, après 3 ans à financer toute son existence. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Le choc initial a été comme un coup physique, me laissant vider et le souffle coupé. Il y a eu un instant, un bref instant, où j'ai failli taper une douzaine de questions frénétiques. Pourquoi? Qui? Que ai-je fait de mal? Mais ensuite, une étrange et froide clarté m'a envahi. La finalité brutale et absolue de ces mots, rien à voir à faire avec toi, était, à sa manière, un cadeau. C'était sans ambiguïté. Elle avait tracé une ligne. Elle ne voulait plus rien avoir à faire avec moi. Alors j'ai répondu par un simple texto de 3 mots. Moi, comme tu voudras. Puis, j'ai mis mon téléphone en silencieux. J'ai ouvert mon ordinateur portable et la partie méthodique de mon cerveau a pris le dessus. C'était comme passer du statut de partenaire à celui de consultant. Le problème, un arrangement personnel non contraignant résilié. La solution, dissoudre tous les liens financiers associés. Carte de crédit, je me suis connecté à mon portail bancaire. J'ai retiré Kayla comme utilisatrice autorisée des 2 cartes. Le système a confirmé que la désactivation était immédiate. Leasing de la voiture, je me suis connecté au portail de financement automobile. Le leasing était à mon nom, co-signé. Je ne pouvais pas y mettre fin instantanément, mais le prochain paiement était dû dans une semaine. J'ai annulé le paiement automatique. Appartement, le bail était à mon nom. J'ai retrouvé le contrat de location en PDF. La clause de résiliation exigeait un préavis de 60 jours et une pénalité de 2 mois de loyer. Ennuyeux, mais propre. J'ai rédigé un email formel à la société de gestion immobilière, en invoquant la clause. J'ai mis mon email personnel en copie pour avoir un enregistrement horodaté. Abonnement, Netflix, Hulu, Spotify Famille, l'abonnement à la salle de sport branchée, la livraison de kits repas artisanaux. Je les ai passés en revue un par un, changé les mots de passe, supprimé son profil. Téléphone, elle était sur mon forfait familial. J'ai lancé la procédure pour supprimer sa ligne. Tout le processus a pris environ 45 minutes. Quand j'ai eu fini, je ne ressentais rien, juste le vide.
J'ai fait un sac pour la nuit, laissé le collier sur le comptoir de la cuisine et je suis allé rester chez mon frère, Louis. Je ne voulais pas être là si elle revenait chercher ses affaires. Je n'ai pas eu de nouvelles de la semaine. Le silence était sa propre confirmation. Je me suis dit qu'elle était occupée. Mais le vendredi après-midi, sa carte a dû être refusée quelque part d'important. Les textos ont commencé. D'abord suppliants, puis confus, puis colériques. Je les ai lus, mais je n'ai pas répondu. Puis ce matin, une semaine complète plus tard, j'ai reçu un email. L'objet était « Urge concernant Kayla Vance ». Il provenait d'un associé d'un cabinet d'avocats du centre-ville. Il déclarait qu'il représentait Mademoiselle Vance et qu'il devait me parler immédiatement concernant ma « cessation sommaire et malveillante d'un soutien financier établi ». Il semble que mon simple « comme tu voudras » n'était pas la fin de la conversation qu'elle attendait. Mise à jour 1. Salut à tous, les commentaires sur mon post original m'ont énormément aidé à garder les pieds sur terre. Merci pour ça. La semaine passée a été une leçon d'audace. Comme conseiller, j'ai engagé mon propre avocat. Mon père fait appel à Monsieur Philippe pour ses contrats commerciaux depuis des années. Il est vif, pragmatique, et après que je lui ai expliqué la situation, il m'a regardé par-dessus ses lunettes et a dit « Eh bien, mon garçon, il semble que vous ayez rencontré une nouvelle espèce de prédateur. » Monsieur Philippe a examiné l'email de l'avocat de Kayla, un certain Monsieur Bobby. Il a ri de l'expression « cessation malveillante », la qualifiant des « équivalent juridique d'un bambin en colère qui jette ses jouets ». C'est censé faire peur, mais ça n'a aucune valeur juridique. Monsieur Philippe a envoyé une réponse concise à Monsieur Bobby. Il y déclarait que nos clients n'avaient jamais été mariés, n'avaient aucun bien commun, et que la relation, et par conséquent la série de cadeaux volontaires qui y étaient associés, avait été terminée par Mademoiselle Vance elle-même. Il a conclu en précisant que toute communication ultérieure devait passer par lui. Cela n'a pas mené à une demande de 75 000 $. Cela a mené à quelque chose de plus insidieux. Monsieur Bobby a renvoyé une lettre formelle proposant un « accord de soutien transitionnel confidentiel ». C'était plein de balivernes sur « l'investissement professionnel et émotionnel significatif de Kayla dans la relation » et sur la manière dont mon retrait abrupt de soutien lui avait causé « des revers professionnels et une grave détresse émotionnelle ». Il proposait que je continue de payer son loyer et le leasing de sa voiture pendant 6 mois et que je lui verse une somme de départ de 20 000 $ pour éviter un « litige long et public ». C'était une pure et simple tentative d'extorsion. M. Philippe a conseillé de l'ignorer complètement. Laissez-les dépenser leur argent, a-t-il dit. Intenter un procès sur cette base relève de la faute professionnelle. Le vrai plaisir a commencé quand les conséquences ont commencé à se faire sentir. Samedi, j'ai reçu un appel frénétique de la gérante de son ancien appartement, Judith. Kayla s'était présentée avec son nouveau petit ami, Russell. Ils ont exigé une clé, ce que Judith a refusé puisque Kayla n'était pas sur le bail. Kayla a apparemment fait une scène, criant que l'œuvre de sa vie était piégée à l'intérieur. Russell, essayant de jouer les gros bras, a dit à Judith « On peut vous rendre la vie très difficile ». Judith, une femme qui a tout vu, a simplement montré le panneau « Propriété privée » et lui a suggéré de le lire. Puis sont venus les textos, directement à moi, ignorant les avocats. « Tu ne peux pas me jeter dehors comme ça. Mon portfolio de stage est là-dedans. Tu sais que j'ai une évaluation la semaine prochaine. » Ils viennent de m'appeler du concessionnaire Audi. Le paiement a été refusé. La voiture est co-signée. Tu ruines aussi ton propre crédit, t'es stupide. Du bluff. Mon crédit est à toute épreuve, et un paiement en retard que j'ai l'intention de régler ne l'entamerait pas. Mais bien essayé. Russell est un homme bien. C'est un promoteur immobilier et il n'en revient pas de la façon dont tu agis. Il dit que tu joues à des jeux que tu ne peux pas gagner. Je n'ai pas répondu. J'ai tout capturé en écran et envoyé à Monsieur Philippe. Il était ravi. Un contact direct après l'engagement d'un avocat. C'est un cadeau qui n'arrête pas de donner. Le coup le plus sale est arrivé hier. Une connaissance commune m'a envoyé une capture d'écran de la story Instagram privée de Kayla. C'était un selfie avec les larmes aux yeux. La légende disait « Je m'échappe enfin d'une relation financièrement abusive et contrôlante. Le chemin à parcourir est terrifiant, mais je suis tellement reconnaissante envers ceux qui me montrent ce qu'est un vrai soutien. # survivante.
Elle me dépeignait comme un agresseur parce que je ne payais plus pour sa vie après qu'elle m'ait largué pour un autre homme. Monsieur Philippe rédige actuellement une lettre de mise en demeure pour diffamation. Nous avons organisé la récupération de ses affaires. Je dois payer 2 déménageurs neutres pour être présents, et son avocat doit également être sur place. Cette fois, je m'assure qu'il y ait une liste d'inventaire claire. Elle pensait vraiment qu'elle pouvait juste me remplacer comme un fournisseur à la carte et garder tous les avantages. Incroyable. Mise à jour 2. Toute cette saga a pris une tournure à laquelle je ne m'attendais pas. Le déménagement a été un désastre, mais pas comme je l'avais prévu. Et les retombées de son petit coup de la #survivante ont commencé à se propager de manière que je n'ai jamais orchestrée. Le déménagement était prévu pour un samedi matin. J'ai engagé les déménageurs, Monsieur Philippe avait une liste d'inventaire prête, effet personnel uniquement, et son avocat, Monsieur Bobby, avait confirmé sa présence pour superviser à 10 heures. À 9h45, l'un des déménageurs m'appelle, Monsieur, la dame et un monsieur sont là. Ils disent que leur avocat est en retard et qu'ils veulent commencer. Mon estomac s'est noué. J'ai immédiatement appelé Monsieur Philippe. Il m'a dit de dire aux déménageurs de ne pas autoriser l'accès avant son arrivée. Trop tard. Les déménageurs, essayant d'aider, les avaient déjà laissés entrer dans le hall de l'immeuble. Monsieur Philippe a appelé Monsieur Bobby, qui a confirmé qu'il était coincé dans les embouteillages et aurait 30 minutes de retard. Une histoire bien probable. C'était un coup monté. J'ai dit aux déménageurs de tenir bon et de n'autoriser que le déplacement des cartons personnels. Pendant la demi-heure suivante, Kayla et Russell ont apparemment tout essayé. Ils ont tenté d'intimider les déménageurs, leur disant qu'ils faisaient partie de l'équipe que Russell avait engagée. Puis Kayla a essayé de pleurer, disant que les déménageurs l'intimidaient. Le point de rupture a été les meubles. Kayla a insisté sur le fait que la bibliothèque sur mesure, le bureau ergonomique, le matelas à mémoire de forme et la télévision OLED de 65 pouces étaient tous des cadeaux, et donc à elle. Elle et Russell ont commencé à essayer de déplacer la télévision eux-mêmes. C'est là que les professionnels que j'ai engagés ont mérité leur salaire. Le chef déménageur, un grand gaillard, s'est calmement interposé et a dit « Messieurs dames, cet article ne figure pas sur ma liste d'inventaire des effets personnels autorisés. Veuillez le reposer. » Russell a bombé le torse. « Qui êtes-vous pour nous dire ce qu'on peut prendre ?» Le déménageur n'a pas bronché. « Je suis le gars que cet homme a engagé pour empêcher le vol de sa propriété. Reposez-le, ou mon prochain appel sera pour la police. » À ce moment précis, Monsieur Philippe est entré. Il n'a pas élevé la voix. Il a juste regardé Kayla, puis Russell, puis la télévision qu'il tenait. Il a sorti les factures de chaque meuble, tout indiquant clairement mon nom comme acheteur. Il a informé Kayla que, puisque son avocat n'était pas présent, sa tentative de soustraire des biens constituait une violation de leur accord et que s'il ne partait pas avec seulement les articles en boîte sur la liste, il déposerait une plainte à la police pour tentative de vol qualifié. Vaincus et furieux, ils ont pris ces cartons et sont partis. Ils ont laissé un désordre monstre, des éraflures sur les murs, des déchets par terre. Le propriétaire m'a facturé $1200 de dommages. M. Philippe a rapidement transmis la facture et le rapport d'incident des déménageurs à Monsieur Bobby. Maintenant, la partie que je n'ai pas contrôlée, ma vengeance. Il s'avère qu'elle a été sous-traitée au tribunal de l'opinion publique. Vous vous souvenez du post #survivante? Kayla travaille, ou travaillait, comme stagiaire non rémunérée dans une petite galerie d'art prestigieuse. Le monde de l'art ici est minuscule et très connecté. L'une des jeunes conservatrices, une fille nommée Leslie que j'avais rencontrée quelques fois, a vu le post. Elle me connaissait assez bien pour savoir que, agresseur financier, était un tas de conneries. Elle était dégoûtée. Elle n'a rien eu à faire. Elle a juste montré le post à un autre collègue. L'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre. Kayla Vance, la stagiaire qui vivait comme une millionnaire sans emploi, diffamait publiquement l'homme qui finançait toute sa vie après l'avoir largué pour un agent immobilier. Cela la dépeignait non pas comme une survivante, mais comme une personne profondément peu sérieuse et toxique. La directrice de la galerie, une femme qui valorise la réputation par-dessus tout, a discrètement dit à Kayla la semaine dernière que son stage ne convenait plus. Les conséquences ne sont plus seulement financières. Elles sont réputationnelles. Et je n'ai pas eu à lever le petit doigt. Mise à jour finale. J'écris ceci une dernière fois pour une raison simple, pour maîtriser le récit.
Le post original a été partagé dans des endroits que je n'attendais pas, et je veux que l'histoire complète et vraie soit le mot de la fin avant que je ne ferme ce chapitre pour de bon. Pendant un certain temps après la dernière mise à jour, les choses ont été calmes. J'ai donné tous les meubles de l'appartement à une œuvre de charité qui aide les familles à se remettre sur pied. Les voir partir a été comme une purification finale. J'ai payé la pénalité de résiliation du bail, réglé les dernières factures de services publics, et j'ai senti les derniers liens se dissoudre. La vie est devenue calme. Travail, salle de sport, dîner avec mon frère. La colère s'est estompée, laissant une cicatrice et une leçon précieuse. La conclusion de l'histoire est venue de deux sources. La première venait de mon avocat, Monsieur Philippe. L'avocat de Kayla, Monsieur Bobby, après avoir reçu la facture pour les dommages et le rapport d'incident, a envoyé une dernière lettre fanfaronne. La réponse de Monsieur Philippe fut simple. Il a inclus un avis formel indiquant que toute tentative de poursuite serait contrée par une demande reconventionnelle pour les dommages, les frais de déménagement, les frais juridiques, et un procès civil distinct pour diffamation basé sur ses publications sur les réseaux sociaux. Il a terminé la lettre en déclarant « Nous avons toutes les factures. » Et vous ? Silence absolu. Ils ont plié. C'était fini. La deuxième partie de la conclusion est venue de Leslie, la fille de la galerie. Elle m'a envoyé un email il y a environ 2 semaines. C'était un message simple et gentil. Hey, j'espère que tu vas bien. Les choses sont devenues assez compliquées ici après le départ de Kayla. Je pensais que tu voudrais peut-être voir ça. Il semble que son père rétablisse la vérité. En pièce jointe, un lien vers une publication Facebook publique du père de Kayla. Mon cœur s'est serré, craignant qu'une chose terrible ne soit arrivée. Mais c'était tout autre chose. C'était une longue publication, décousue et navrée. Il ne m'a pas nommé, mais il a parlé de sa fille qui avait quitté, un homme bon et stable qui soutenait ses rêves, pour un imposteur tape à accent grave l'œil avec un style de vie financé à crédit. Il a écrit que la pression de soutenir les attentes de Kayla sans mes ressources avait écrasé la nouvelle relation. Russell n'était pas un promoteur, c'était un agent à la commission dont la vie flamboyante était bâtie sur des dettes. Ses revenus étaient volatiles. Le drame que Kayla a apporté avec elle, y compris l'histoire de son renvoi de stage pour conduite non professionnelle, avait apparemment atteint ses collègues de travail. Dans un secteur basé sur la réputation, être connu comme le type impliqué dans un drame désordonné et potentiellement litigieux était un poison. Ses ventes ont chuté. La pression financière était trop forte. Lui et Kayla ont eu une rupture massive et explosive. Selon le poste de son père, Kayla a dû retourner vivre chez ses parents. Elle n'avait pas d'argent, pas de stage, pas de voiture, elle a été saisie, et s'était aliénée la plupart de ses vrais amis. Le rêve de devenir conservatrice d'art était mort, remplacé par la réalité de vivre dans sa chambre d'enfant, profondément endettée. Il a terminé en écrivant « Elle avait une échelle vers ses rêves et a choisi d'en sauter pour un serpent. » Les conséquences étaient totales. Elles étaient toutes naturelles. Sa diffamation et son comportement de privilégié ont détruit sa réputation professionnelle. Résultat, son stage et ses perspectives d'avenir sur la scène artistique locale ont disparu. Son nouveau petit ami, tout en style et sans substance, ne pouvait pas se la permettre. Résultat, leur relation a implosé sous la pression financière et réputationnelle. Sa tentative d'intimider les déménageurs et de me poursuivre pour de fausses promesses lui a explosé au visage. Résultat. Elle n'a rien obtenu d'autre qu'une facture et la menace d'une contre-poursuite. Est-ce que je me sens bien? Non. Il n'y a aucune joie là-dedans. Il y a juste un sentiment calme et sobre d'ordre rétabli. La justice n'est pas un éclair, c'est juste la gravité. J'ai répondu à Leslie et je l'ai remercié de m'avoir contacté. Nous avons eu un bref échange amical. C'était agréable d'avoir une conversation normale avec quelqu'un lié à cette partie de ma vie. C'était un rappel que tout le monde n'est pas un prédateur. Ma vie m'appartient à nouveau. Je me concentre sur mon entreprise et sur moi-même. J'ai appris à faire confiance plus lentement, à vérifier, et à comprendre qu'on peut soutenir le rêve de quelqu'un sans se transformer en fondation qu'il peut détruire d'un coup de pied. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de Kayla ou de Russell. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils font maintenant. Et je suis enfin, vraiment, en paix avec ça. C'est la fin de l'histoire.